J'avoue que nettoyer mes lunettes avec un linge officiel d'Apple à 25$, je pense que mes lunettes sont aussi crottées. Apple a arrêté de produire des écrans en 2016 en discontinuant leur seul et unique écran. Et 6 ans plus tard, Apple revient sur le marché avec l'écran Studio Display. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai quand même une relation assez distincte avec les écrans Apple. Si on remonte à 2005, j'avais économisé tout mon argent pour m'acheter à l'époque le Apple Cinema Display 20 pouces en aluminium, écran magnifique. Alors aujourd'hui, on va répondre aux questions. Est-ce que l'attente valait la peine? Comment l'écran d'Apple qui commence à 2000$ se compare à d'autres écrans sur le marché qui coûtent moins de 500$. Et on va même aller comparer avec l'écran Pro Display XDR. Mais pour cette vidéo, j'ai décidé de faire ça un peu différemment. Pourquoi pas faire une vidéo dans le but d'essayer de me convaincre de la garder? On va voir si j'ai des bons arguments ou pas. Bonjour, hi tout le monde, moi c'est RP, orateur, cinéaste et amateur généraliste. Commençons donc par les spécifications de l'écran Studio Display de Apple. On parle ici d'un écran 27 pouces 5K, donc oui, un K de plus que 4K. Donc meilleure résolution, et c'est un écran pas mal identique à celui d'un iMac, qui en passant n'est plus disponible. Donc oui, le iMac 27 pouces a été discontinué suite au lancement du Studio Display. Quand je dis que l'écran Studio Display est identique à celui d'un iMac, je suis quand même bien placé parce que mon dernier Mac était justement un iMac 5K. Ce qui continue de surprendre la communauté, c'est qu'à l'intérieur de l'écran, on a une puce A13 avec 64 GB de mémoire. Alors pratiquement un iPhone 11 qui est à l'intérieur de l'écran, mais au moment où on se parle, la seule raison pourquoi on a tout ça à l'intérieur, c'est pour alimenter la caméra qui est au-dessus, qui comporte la fonctionnalité Center Stage, c'est-à-dire lorsqu'on parle à quelqu'un en vidéoconférence et qu'on se déplace, c'est comme si on avait notre propre caméraman qui nous suit. Et s'il y a plusieurs personnes sur l'appel, la caméra va un peu zoomer out pour qu'on puisse voir tout le monde. Très agréable. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on a cette puce-là et toute cette technologie à l'intérieur de l'écran. Et non, il n'y a pas de fonctionnalité comme AirPlay ou la possibilité d'installer des applications, mettre Netflix ou tout simplement tourner cet écran-là comme une télévision, pour le moment, en tout cas. Alors, le Studio Display, sans trop tomber dans les termes techniques, pas de mini LED là-dessus, c'est-à-dire les noirs sont pas le plus sombres qu'ils peuvent être. Il n'y a pas de 120 Hz, contrairement à l'écran du MacBook Pro, justement. Donc, les mouvements sont moins fluides. Et il n'y a pas de HDR non plus, donc les images ne vont pas popper au maximum qu'ils peuvent le faire. Je vais commencer par tout ce que j'aime. Très subjectif, mais le look, tout est en aluminium, pas de plastique ici. J'aime également qu'il y a un seul câble Thunderbolt qui se branche directement dans l'ordinateur, qui va alimenter aussi, donc recharger la batterie si vous utilisez un portable jusqu'à 96 watts, qui est le plus rapide permis par ces machines-là. J'aime l'aisance de, au lieu de brancher 2-3 câbles, un pour l'audio, un pour la vidéo, on branche un beau petit fil et quand on a besoin de se déplacer, on n'a qu'à le débrancher, ça va super bien. La résolution 5K, de mon côté, je fais beaucoup de montage sur Final Cut Pro, donc l'espace supplémentaire qu'offre une résolution plus élevée, c'est fort apprécié. La webcam, on va reparler un petit peu dans ce que j'aime peut-être moins, mais ce que j'aime dans la webcam, c'est vraiment la fonctionnalité Center Stage. J'ai jamais eu de produit Apple qui offrait cette fonctionnalité-là. J'aime ça, moi, des petites affaires de même. Et un des éléments que j'ai particulièrement aimé, c'est vraiment les haut-parleurs de l'écran. Habituellement, des haut-parleurs dans un écran, c'est pas la top qualité, mais ceux-là, je dois le dire, ça m'a vraiment surpris, surtout au niveau de la musique. Ça va pas remplacer quand même mes haut-parleurs dédiés. Par contre, dans la vie de tous les jours, c'est vraiment impressionnant. Maintenant, ce que j'aime un peu moins, en premier lieu, l'écran comme tel a un ventilateur, a une fan directement dedans. Ça m'a surpris parce que souvent quand je travaille tard le soir, il n'y a pas beaucoup de bruit dans la maison, je confirme qu'on peut l'entendre. C'est pas fort, c'est sûr que c'est pas fort. Je suis capable de vivre avec ça, il n'y a pas de problème. Ce que j'ai moins aimé, c'est que le ventilateur, la fan, continue de tourner même lorsque notre ordinateur est en veille. Et la seule solution qu'on a, c'est de débrancher le fil. Désagréable parce que ce n'est pas le cas sur un écran de 500$ et comme sur l'écran Pro XDR Display qu'on va discuter dans quelques secondes. Tantôt, j'ai mentionné que j'aime beaucoup le fait que c'est un fil qui se branche à l'ordinateur pour vidéo, audio et tout. Seul détail, c'est que le fil est quand même assez court. Certains ont mentionné dans les points négatifs que le fait que le
câble d'alimentation n'est pas amovible, c'est un élément négatif. En toute transparence, moi, ça me dérange pas du tout. Le nombre de fois que j'ai à débrancher le fil, ça ne m'a pas affecté, ça. Ça me dérange pas. Mais ce qui me dérange, par contre, on peut croire ce que tout le monde dit, la webcam, la qualité est médiocre. Lorsqu'on a un bon éclairage, la qualité est correcte, mais lorsque c'est un peu sombre, je vous confirme que c'est d'une qualité lamentable. Apple mentionne déjà qu'une potentielle mise à jour pourrait améliorer la qualité de l'écran, mais au moment d'enregistrer cette vidéo, je vous confirme que la webcam n'a rien à voir avec la webcam de mon MacBook Pro. Un autre élément que j'aime moins, qui est normal avec ce type d'écran, c'est que les noirs ne sont pas noirs, sont plus gris. Et le meilleur test pour faire ça, c'est en mettant l'introduction de n'importe quel film de James Bond où est-ce qu'on a le barrel gun sequence qui est tout noir. Quand on le regarde sur cet écran-là, ça donne pas le même look que sur des écrans plus dispendieux. Autre élément que j'aime moins, c'est qu'on n'utilise pas la puissance de la puce A13 et lorsqu'on prend en considération qu'une compagnie comme Samsung vient de lancer des écrans 32 pouces sur le marché et que ces écrans-là ont, eux, de leur côté, des fonctionnalités AirPlay et des fonctionnalités comme Netflix, on peut se demander qu'est-ce qui se passe. La prochaine étape pour essayer de me convaincre de garder l'écran, c'est de le comparer à d'autres écrans disponibles sur le marché. Et pour ce faire, j'ai choisi un écran LG 4K que je me suis procuré en 2018 pour 499 $, l'écran la moins dispendieuse qui avait les meilleures critiques que j'avais lues à l'époque. Quand on les met un à côté de l'autre, les deux c'est des écrans 27 pouces. Déjà l'écran Studio Display est beaucoup plus lumineux et vu qu'on a 5K versus 4K, plus de place. L'écran Apple a une webcam, a des haut-parleurs, micro, donc déjà beaucoup d'avantages pour Studio Display. Par contre, l'écran LG 4K, je confirme que les couleurs, un à côté de l'autre, se ressemblent quand même plus que je pouvais croire. C'est sûr que l'écran Studio Display a des meilleures couleurs, mais quand même, l'écran de 500 $ m'a surpris à ce niveau-là. Un des gros avantages avec les écrans qui sont pas Apple, ça va, c'est les branchements. C'est-à-dire qu'on est capable de brancher n'importe quoi, souvent c'est du HDMI, donc on est capable de brancher une console comme un Xbox dans notre écran, ce qui nous permet d'utiliser notre écran un peu comme une télévision. Ce qui n'est pas le cas avec le Studio Display. La seule chose qu'on peut brancher là-dessus, c'est des ordinateurs. Si jamais je veux installer mon écran sur un support VESA, je dois prendre cette décision à l'achat de l'écran. Sinon, je dois rendre une visite au Apple Store pour qu'il me l'installe. Et ça, oui, ça coûte de l'argent. Tandis que l'écran 4K, on peut tout simplement dévisser le pied, installer ça, pas besoin d'investir. Mais ça, c'est pas unique aux écrans en passant. Souvent, les produits Apple, c'est comme ça. L'autre avantage de l'écran 4K, c'est que l'écran est anti-reflet. Donc, si jamais on a une source de lumière derrière nous, l'écran va moins réfléchir la lumière que c'est le cas sur le Studio Display. Mais là, je vous entends. Oui, c'est possible de payer plus pour avoir cet écran mât sur le Studio Display, mais quand même, on est déjà rendu à 2300 $. Donc, ça monte vite. Et là, je n'ai même pas parlé du pied. Si jamais qu'on veut avoir un pied qui peut monter en hauteur, ben là, ça aussi, on rajoute de l'argent. Comment ça coûtait cher? Mais ceci dit, l'écran cheap, elle non plus, elle vient pas avec un pied qui peut monter et descendre en hauteur. Ok, ça commence, la réflexion est bonne, Je pense que c'est maintenant le moment de faire le comparatif ultime, c'est-à-dire le deuxième écran d'Apple, qui, lui, de son côté, quand même commence à 6200 $. Et si on veut, en plus que l'écran soit sur un pied, on parle de rajouter un autre 1200 $. Donc, on est rendu à pas loin de 8000 $ pour l'écran. Mais la question, comment le Studio Display se compare à l'écran d'Apple de 8000 $. C'est pas pour rien que l'écran de 8000 a quand même le mot Pro dans son nom. C'est un écran qui cible les professionnels. Quand on parle de professionnels, souvent c'est ceux qui vont faire de la correction de couleurs ou ceux qui ont besoin d'une reproduction quasi parfaite des couleurs, comme les graphistes par exemple. Donc déjà, les avantages du Studio Display versus l'écran de 8000, je me répète, mais c'est la caméra, les haut-parleurs et bien entendu, son prix. Je suis capable de m'acheter 3 Studio Display pour le prix de 1 Pro XDR Display. Quand même. Continuons dans le côté subjectif. Il y a peut-être des mauvaises langues qui vont dire que ça ressemble à une râpe à fromage, mais moi, j'adore le look. C'est un look qui, oui, qui est beau, mais en même temps, c'est pratique parce que cet écran-là peut quand même devenir assez chaud.
mais étant donné qu'il y a de la ventilation tout à l'arrière, ben, ça permet d'avoir une circulation d'air qui est beaucoup plus adéquate, efficace. Autre gros avantage du Pro Display est de loin supérieur à l'écran Studio Display. J'ai juste eu besoin d'écouter 5 secondes d'une vidéo HDR et la reproduction des noirs. Moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de films et s'il y a quelque chose que j'aime avec les dernières technologies des écrans un peu plus dispendieux, c'est le fait que lorsqu'il y a des barres noires en haut et en bas, avec des écrans de qualité, ces barres-là sont vraiment noires pures. Surtout agréable lorsqu'on visionne un film, lorsque toutes les lumières sont fermées. Donc, le Pro Display, c'est pas vraiment mini LED, qui, souvenons-nous, mini LED, c'est vraiment la technologie qui est assez dispendieuse, mais c'est quelque chose qui se rapproche un peu de ça, c'est-à-dire on a 576 LED, si ma mémoire est bonne, mais les noirs sont quand même assez foncés. Petit détail, par contre, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des avantages pour cet écran-là. Le Pro Display XDR, parce qu'il utilise 576 LED, il y a un phénomène qui se produit lorsqu'on se déplace sur un fond uni clair, comme une page blanche par exemple. Lorsqu'on se déplace, il y a un concept qui s'appelle en anglais le Dirty Screen Effect. Donc c'est un peu comme si notre écran était sale. Et ça peut devenir quand même assez agaçant, surtout lorsqu'on navigue sur des pages web, mais qui paraît pas du tout lorsqu'on visionne des vidéos. Ce phénomène-là, on le retrouve pas sur le Studio Display parce que c'est pas la même technologie d'écran, tout simplement. Alors sur le Pro Display XDR, donc on a une meilleure reproduction des couleurs, un meilleur contraste entre le sombre et le clair d'une vidéo, au détriment d'avoir un petit peu de Dirty Screen Effect lorsqu'on est sur une page avec un fond uni clair. Et un détail que j'aime aussi beaucoup, c'est le fait que le Pro Display XDR, c'est quand même 32 pouces. Et oui, c'est un écran 6K en plus, donc plus gros, meilleure résolution. Oui, pas besoin de le dire, le pied du Pro Display coûte pratiquement aussi cher que l'écran Studio Display, mais on a également un câble Thunderbolt qui est beaucoup plus long que celui du Studio Display. La luminosité est beaucoup plus élevée. Et oui, le Pro Display a aussi un ventilateur, sauf que celui-ci s'éteint lorsque l'ordinateur s'éteint. Alors, en conclusion, est-ce que j'ai réussi à me convaincre de garder l'écran Studio Display de Apple? Non. Souvent, c'est ça. Avec les produits Apple, c'est quelque chose qui paraît super bien sur le bureau. Quand on entre dans l'écosystème, tout fonctionne bien ensemble. C'est super. Cela dit, c'est quand même assez dispendieux comme écran qui n'offre pas des avantages d'écran plus dispendieux. Pas le meilleur contraste, n'a pas de fonction HDR. Oui, c'est bien d'avoir une webcam intégrée, mais celle au moment où est-ce qu'on enregistre cette vidéo-là, c'est vraiment pas la meilleure qualité, c'est pas optimal. Déjà, lorsque l'écran est arrivé sur le marché, il y avait déjà des rumeurs que Apple était en train de travailler sur une autre version de l'écran qui, elle, va avoir des fonctionnalités qui vont plus se rapprocher du Pro Display XDR. Mais au moment où on se parle, cet écran-là répond pas encore à mes besoins. Si vous recherchez un écran qui look quand même vraiment bien sur votre bureau, qui a un seul fil à brancher dans votre ordinateur et que vous adorez déjà le look de l'écran iMac 27 pouces, c'est un excellent choix à considérer. Mais je vous conseille aussi de prendre quelques minutes pour aller comparer avec des écrans qui sont plusieurs centaines de dollars moins dispendieux. Parce que pour le prix d'un Studio Display, on est quand même capable de s'acheter 2 écrans 4K de très bonne qualité. Et pour le prix du Pro Display XDR, on est quand même capable de s'acheter 9 écrans de qualité inférieure. En parlant d'Apple, si vous êtes curieux d'en apprendre plus sur pourquoi j'ai quitté mon emploi chez Apple pour me lancer à mon compte et que ça s'est pas vraiment passé comme je l'avais espéré, jetez un coup d'œil à cette vidéo et d'ici là, à bientôt.